Après 3 jours de discussion entre les délégations américaines et ukrainiennes en Floride, Donald Trump a fait savoir que Volodymyr Zelensky n'est toujours pas prêt pour un accord de paix avec la Russie. S'adressant aux journalistes lors de l'édition du Kennedy Center Honors, il a accusé le dirigeant ukrainien d'empêcher les pourparlers d'aller de l'avant. But he hasn't. Russia's fine with it. Russia, I guess, would rather have the whole country when you think of it. But Russia is, I believe, fine with it. A noter que Vladimir Poutine n'a pas exprimé publiquement son approbation au projet de la Maison-Blanche. Donald Trump a ensuite laissé la diplomatie de côté pour le showbiz, enfilant le costume de maître de cérémonie du Kennedy Center Honors, un rôle normalement dévolu aux journalistes et aux présentateurs de talk-show. Lors de la soirée, il a notamment honoré l'acteur Sylvester Stallone, le groupe Kiss et la chanteuse Gloria Gaynor. L'émission enregistrée sera diffusée le 23 décembre. C'est le point d'orgue très attendu de sa première visite en Israël. Friedrich Merz a rencontré son homologue israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem ce dimanche. Le chancelier allemand a d'emblée abordé les points délicats. Il affirme être venu en tant qu'ami après plusieurs mois de tensions entre les deux pays, causées notamment par l'embargo sur les ventes d'armes allemandes à Israël depuis août dernier. Le Premier ministre israélien avait alors critiqué la décision allemande en l'assimilant à une récompense offerte aux terroristes du Hamas. Lors d'une conférence de presse commune, les deux dirigeants ont exprimé de nettes divergences sur la situation à Gaza et la solution à deux États, mais ont également souligné leur engagement à maintenir des relations bilatérales étroites. Friedrich Merz a soutenu le droit d'Israël à se défendre, tout en affirmant que ce pays devrait répondre de ses actes au regard du droit international. Im Verlaufe dieses langen Krieges hat uns aber das Vorgehen der israelischen Regierung auch in ein gewisses Dilemma geführt. Deutschland muss für Israels Sicherheit einstehen. Und Deutschland muss für Menschenwürde und Recht einstehen, die den Kern unserer Verfassung. Friedrich Merz a déclaré que la deuxième phase du processus de paix devait commencer rapidement et que la création d'un État palestinien dans le cadre d'une solution à deux États était la voie à suivre pour parvenir à une paix durable, une mesure rejetée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou à plusieurs reprises. Le Premier ministre israélien a cependant assuré passer très bientôt à la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Avant la rencontre, le chancelier allemand a également visité le mémorial Yad Vashem à Jérusalem, où il a déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Le chef du Pentagone sous un feu nourri de critiques. Lors d'une allocution samedi, Pete Hegseth a défendu les frappes menées par les États-Unis contre des navires soupçonnés de narcotrafic dans les Caraïbes. Here again, we've been focused, and here we've been clear. If you're working for a designated terrorist organization and you bring drugs to this country in a boat, we will find you and we will sink you. Let there be no doubt about it. President Trump can and will take decisive military action as he sees fit. Le Congrès se penche sur la campagne de frappe qui a fait 87 morts selon le Pentagone sur fond d'accusations d'assassinat extrajudiciaire. Un épisode cristallise l'attention. Le 2 septembre, un premier tir fracasse un navire, laissant 2 passagers en détresse. Survient ensuite une deuxième salve. Autre scandale, le Signalgate. Pete Hegseth est accusé d'avoir mis en danger les troupes américaines en échangeant sur une messagerie privée sur des frappes au Yémen, quelques heures avant leur déclenchement. 17 migrants, tous des hommes, ont été retrouvés morts ce samedi après le naufrage de leur embarcation au sud de l'île grecque de Crète. Des autopsies doivent être réalisées alors que les circonstances du naufrage ne sont pas encore connues. Pratiquement submergé, leur bateau a été découvert à 26 milles nautiques au sud-ouest des côtes lors d'une opération de sauvetage menée samedi après-midi. Après une alerte donnée par un cargo battant pavillon turc, plusieurs patrouilleurs des gardes-côtes, un navire de Frontex et des moyens aériens sont intervenus sur les lieux. 2 hommes de nationalité égyptienne ont été secourus vivants par les gardes-côtes et transférés à l'hôpital local. Ils présentaient des symptômes d'hypothermie, de malnutrition et de déshydratation. Depuis plus d'1 an, des migrants tentent de rejoindre la Crète, porte d'entrée dans l'Union européenne au départ de la Libye. Mais la traversée s'avère périlleuse. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, plus de 16 700 personnes en quête d'asile sont arrivées dans l'île depuis le début de l'année, bien plus que les autres îles de la mer Égée. Une tragédie endeuille ce dimanche la célèbre station balnéaire de Goa, en Inde. Au moins 25 personnes, dont plusieurs touristes, sont mortes dans l'incendie d'une discothèque très fréquentée. Le feu s'est déclaré samedi après-midi.
3 personnes sont décédées des suites de brûlures, tandis que les autres sont mortes par asphyxie. Le nombre et la nationalité des touristes victimes n'ont pas encore été communiqués. Les enquêteurs tentent toujours de déterminer les causes de l'incendie. Des médias locaux, s'appuyant sur leurs sources policières, ont laissé entendre que le sinistre aurait pu être provoqué par une explosion d'une bonbonne de gaz. Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est dit, lui, dans un communiqué profondément attristé. Située sur les rives de la mer d'Oman, Goa est une station balnéaire réputée, fréquentée par des touristes du monde entier. Elle a reçu plus de 10 millions de visiteurs en 2024, dont près de 470 000 étrangers, selon des statistiques officielles. L'inquiétude des Européens en cas d'attaque armée russe. Selon un sondage réalisé dans 9 pays de l'Union européenne pour la revue Le Grand Continent, environ 70% des 9500 personnes interrogées se disent sceptiques quant aux capacités de défense de leur pays en cas d'attaque armée russe. Avec 44% des sondés estimant que l'armée pourrait faire face, la France est le pays où le niveau de confiance est le plus élevé. À l'autre bout du spectre, la Belgique, l'Italie et le Portugal, où les niveaux de confiance sont inférieurs à 15%. Les auteurs du sondage notent que l'éloignement géographique vis-à-vis de la Russie joue en faveur du niveau de défiance. Publiée ce vendredi, une autre étude d'opinion réalisée pour le Grand Continent dans les 4 principales puissances militaires européennes, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Pologne, révèle que si l'inquiétude quant à une contamination du retour de la guerre en Europe domine, les Européens restent unis sur le sujet du renforcement des capacités communes de défense. Euronews a rencontré l'ancien vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, pour une interview exclusive à Doha, au cours de laquelle il a donné un aperçu de ce que les efforts de paix renouvelés pourraient produire en Ukraine. Europe has to continue, as it did from day one of the invasion of Russia to Ukraine, continue to seek a positive contribution that would eventually lead to a peaceful settlement. We have done a lot for Ukraine. From day one, we have been funding Ukraine with 2 billion euros per month. So in a way, Ukraine keeps fighting because Europe keeps paying. We have bought armament for Ukraine. We have stood by the country in very difficult diplomatic moments. And we'll continue to do that. We hope that as a result of the ongoing talks and with the increasing involvement of the US government, we will be able soon to come to an agreement. But if this moment comes, this would be only the beginning of the next stage. It will not be the end settlement. It will be the beginning that would eventually lead to a final settlement. Euronews a également rencontré Luigi Di Maio, l'envoyé spécial de l'UE dans le Golfe, qui a expliqué comment des liens avec la région pourraient renforcer la compétitivité de l'Union dans un climat géopolitique de plus en plus instable. I think that the more we will realize that we have to continue to work with our historical allies, but we have to create new partnerships, the more we realize, we accept that, the more we implement in facts, not only in words, this new idea of projection, having at mutual level new partners, the more we'll be closer and the more we will face together not only the multilateral political challenges, not only the security challenges, but even the economy, the prosperity for our people. Together, these two markets, the GCC market and the European market, together they represent the 20%, almost the 20% of the global economy, almost the 18% of the global trade. So we have a huge potential, so it means even that we can reach a huge leverage together. Les deux hommes se trouvaient dans la capitale qatari pour assister à la deuxième journée du Forum de Doha, une convention qui a rassemblé des dirigeants et des personnalités influentes du monde entier pour discuter de la paix dans le monde et stimuler le commerce et la coopération. L'immense architecte et designer canado-américain Frank Gehry est décédé à l'âge de 96 ans des suites d'une courte maladie respiratoire. Frank Owen Goldberg est né au Canada en 1929 et il a changé de nom après ses études en Californie pour se protéger de l'antisémitisme.
Franck Guéry est notamment à l'origine du musée Guggenheim de Bilbao, de la fondation Louis Vuitton dans l'ouest de Paris, de la tour Luma à Arles ou de la salle de concert Walt Disney à Los Angeles. Franck Guéry est considéré comme un des maîtres du déconstructivisme et ses bâtiments se distinguent par leurs courbes complexes et asymétriques. Le Premier ministre canadien Mark Carney a salué son approche révolutionnaire de l'architecture et le patron du groupe LVMH, Bernard Arnault, estime que la fondation Louis Vuitton est son plus beau chef-d'œuvre. Franck Guéry a reçu pour son travail le prix Pritzker en 1989. Des milliers de coureurs vêtus de costumes rouges et blancs ont envahi les rues de la capitale hongroise dimanche à l'occasion de la 10e édition de la course des Pères Noël. Organisé par l'Office des sports de Budapest, cet événement communautaire amusant qui se déroule le long des rives du Danube était ouvert aux adultes et aux enfants. Selon les organisateurs, environ 4500 Pères Noël ont participé à la course sur 3 distances, 900 mètres, 2,3 km et 5 km. Une flexibilité qui rend la course ouverte à tous et la transforme en véritable rencontre multigénérationnelle. Plus de 15% des participants avaient moins de 10 ans. Le but de la course est double pour les organisateurs, promouvoir la pratique sportive pour tous les âges, même au milieu de l'hiver, et faire une collecte de cadeaux pour les enfants pris en charge à Noël par l'association SOS Village d'enfants.